Alors, on va reprendre. Donc, je me présente. Mon nom est Marie-Claude Charette. Je suis coordonnatrice de la trajectoire en hémato-oncologie ici au CHU Sainte-Justine. Et j'ai le bonheur de vous présenter nos 4 prochaines présentatrices, qui est une belle collaboration entre le secteur de l'hémato-oncologie et le secteur du centre de procréation assistée. Donc, sans plus tarder, je vous présente chacune d'elles. Donc, Andréane Bernier. Andréane est infirmière. Elle est détentrice d'un baccalauréat en sciences infirmières et d'une certification en oncologie de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada. Elle est infirmière en oncologie au CHU Sainte-Justine depuis 2006 et depuis 2009 est infirmière clinicienne pivot, responsable du programme des lymphomes et PTLD. Ensuite, nous avons Pamela Pérez. Pamela est diplômée du Collège Bois de Boulogne en soins infirmiers depuis 2008. Elle a travaillé à l'unité mère-enfant pendant 11 ans comme infirmière. Elle est assistante infirmière-chef. Elle fait partie de l'équipe du Centre de procréation assistée depuis maintenant presque 3 ans. Audrey Rousseau, qui est graduée du Cégep régional de Lanaudière en 2004 en soins infirmiers et de l'Université de Montréal en 2007 en sciences infirmières. Elle a travaillé à l'unité mère-enfant de 2004 à 2013. Elle est au Centre de procréation assistée depuis 2013 en tant qu'infirmière clinicienne et assistante infirmière-chef depuis 2016. Et finalement, Annie Villot, qui est détentrice d'un baccalauréat en pharmacie obtenu en 2006 et d'une maîtrise en pratique pharmaceutique en établissement de santé en 2007. Elle est entrée à la pharmacie d'hémato-oncologie du CHU Sainte-Justine en 2007 et depuis, elle est responsable du programme de soutien aux préparations stériles et co-responsable du programme d'anémie falciforme, de lymphome et leucémie aiguë lymphoblastique. Donc, aujourd'hui, elles viennent nous présenter leur belle collaboration, comme je disais tantôt, et le titre de leur présentation est « Naviguer dans l'oncofertilité, une lueur d'espoir ». Donc, je vous cède la parole, mesdames. Donc, merci. Les objectifs de la présentation d'aujourd'hui, donc connaître la trajectoire filles pré-traitement en oncofertilité et en suivi long terme, connaître la trajectoire pré-traitement pour le garçon et aussi en suivi long terme pour le garçon en oncofertilité. Nous allons aussi découvrir la feuille d'ordonnance pré-rédigée, donc la FOPR, sur la préservation de la fertilité et la suppression menstruelle. Donc, avant 2019, nous étions 2 équipes distinctes avec des procédures différentes selon les intervenants. Le processus n'était pas toujours uniforme. Donc, depuis automne 2019, il y a une mise en place d'un comité, en fait, qui se veut un partage d'informations, une collaboration entre les 2 équipes et surtout faire des trajectoires pour les patients de façon à ce que les pratiques soient standardisées pour tous. Ici, vous avez les membres du comité, donc équipe onco, équipe CPA et équipe aussi psycho. Donc, les différentes trajectoires, ici, c'est la trajectoire fille. Donc, comme vous voyez, il y a le côté bleu et oncologique, côté turquoise CPA et côté orangé psycho. Et ça se veut vraiment quelque chose de facile d'application. Donc, on a des questions que l'intervenant se pose selon les réponses. C'est vraiment dirigé. C'est facilitant et c'est mis en place de façon standard pour qu'un résident d'un autre centre, quelqu'un en consultation, puisse suivre les trajectoires. Il y a aussi chaque trajectoire, donc il y en a 4. Celle-ci, c'est la trajectoire en suivi long terme pour les filles. Encore une fois, on a gardé les mêmes couleurs. Ici, il y a la gynéco et ou endocrinien qui s'ajoutent en vert pour le suivi long terme. Tous les trajectoires là, vont être vus plus en détail avec les histoires de cas là, qui suivent. Ici, on a le volet trajectoire garçon. Alors, toujours la même procédure avec les mêmes couleurs. Et vous avez ensuite le suivi long terme, trajectoire garçon encore, avec, comme je vous disais, là, les questions-réponses et vous avez même les coordonnées là, pour rejoindre les intervenants. Donc, on commence avec le premier cas clinique. Donc, pour le premier cas clinique, on va explorer la trajectoire pour les filles qui sont en traitement. Donc, Lucie. Lucie, c'est une petite fille de 2 ans et demi qui présente à l'examen initial une volumineuse masse abdominale.
Les imageries qui sont effectuées lors des premières investigations orientent vers un diagnostic de neuroblastome. Donc, des examens complémentaires sont faits. Ils montrent une ponction de moelle qui est normale, puis une absence de captation à distance au MIBG. Donc, le diagnostic qui est confirmé, c'est un neuroblastome de stade 3 à risque intermédiaire. Donc, le risque pour la fertilité de Lucie à ce moment-là, il est considéré modéré puisque la dose totale de cyclophosphamide qui est prévue dans son traitement est de l'ordre de 5 grammes par mètre carré. Il y a aussi plusieurs cycles de chimio avec du carboplatin qui sont prévus, mais il n'y a pas de radiothérapie pelvienne qui entre en jeu dans son traitement. Comme la patiente n'est pas pubère, il y a une consultation au CPA qui aurait pu être faite, mais vu l'urgence de la situation, il y a un premier cycle de traitement qui a été débuté dès la confirmation du diagnostic. Suite au premier cycle de chimiothérapie de la patiente, les résultats cytogénétiques qui sont disponibles. La tumeur de Lucie elle montre une amplification significative de l'oncogène NMYC. Donc, le diagnostic est modifié pour un neuroblastome de stade 3, mais à risque élevé. Comme le plan de traitement change considérablement là, entre un neuroblastome à risque modéré et risque élevé, l'impact des traitements sur la fertilité change également. Donc, on a refait l'évaluation du risque. Puis maintenant, le risque pour Lucie est considéré élevé. Donc, premièrement, parce que Lucie, elle va recevoir beaucoup plus de cyclophosphamide. Aussi parce qu'il va y avoir une greffe autologue avec un conditionnement de greffe qui inclut des agents alkylants là, comme le busulfan puis le melphalan. Puis, il y a aussi de la radiothérapie abdominale qui s'ajoute au traitement de Lucie. Donc, une consultation au CPA est faite, puis Dr Benoît est contacté pour rencontrer la famille. La patiente, elle se trouve à être éligible pour le prélèvement de tissu ovarien. Puis, la chirurgie avait été organisée quelques jours plus tard, là, en même temps que l'installation du porte-à-4 de la patiente. Donc, il va y avoir beaucoup plus de détails qui vont être donnés là, sur la cryopréservation de tissu ovarien là, dans la présentation de Dr Benoît qui est un peu plus tard. Donc, le deuxième cas clinique, donc on fait la trajectoire fille, mais qui aurait terminé ses traitements. Isabelle a 14 ans, antécédent de lymphome de Hodgkin à 13 ans, consultation au CPA fait à l'époque, il y avait eu un refus des parents de procéder à une collecte d'ovocytes. À ce moment-là, elle avait reçu un traitement de chimiothérapie de type ABVE-PC pour 4 cycles. Elle n'avait pas eu de radiothérapie pelvienne, mais une radiographie au niveau du médiastin, donc ce n'était pas un facteur de risque d'infertilité. Son risque d'infertilité à ce moment-là était faible à modéré car elle recevait moins de 5 grammes par mètre carré de cyclophosphamide. À l'imagerie de 6 mois post-fin de traitement, on suspecte une récidive. Une biopsie sera organisée. Ces règles ont repris et nous sommes à 8 mois après la chimiothérapie et 7 mois après la... 7 mois après la radiothérapie. Je m'excuse. Donc, on est à plus de 6 mois après la chimio, donc il est possible de préserver à ce moment-là. Avant 6 mois, habituellement, ce n'est pas possible. Le traitement envisagé en lien avec sa récidive, c'est des ICE x 3 cycles avec une greffe autologue et un traitement de brantuximab en maintien. Ce qui met en fait ifosfamide à 27 grammes par mètre carré, un conditionnement de greffe avec du busulfan et du melphalan. Et donc là, les parents et la patiente sont avisés que le risque de fertilité est élevé. Isabelle, qui a maintenant 14 ans, désire une consultation avec le CPA. Comme les facteurs sont à risque élevé et que la patiente désire préserver sa fertilité, une demande au CPA est planifiée avec la famille et avant la consultation, on fait les prélèvements endocriniens, dont le prélèvement de AMH pour voir la réserve ovarienne et les prélèvements de congélation. Donc, il faut faire les sérologies là, pour pouvoir entreposer les échantillons. Elle se dirige vers le CPA. Bonjour à tous, je m'appelle Audrey. Lorsqu'une consultation médicale est demandée pour le centre de procréation assistée, nous essaierons dans la majorité du temps de voir le patient dans les 24-48 heures, dans un délai qui est quand même assez rapide. Lors de la rencontre, il va y avoir une rencontre avec le fertologue. Il va lui expliquer les risques sur sa fertilité à long terme suite au traitement oncologique. On va lui expliquer le cycle de préservation des ovocytes et on va établir le protocole selon le moment où la patiente se situe dans son cycle menstruel.
Le protocole va être différent si la patiente est en début de cycle menstruel, à l'ovulation ou en phase lutéale. Il va y avoir aussi une échographie qui va être faite par le fertologue, soit endovaginale ou abdominale, avant de débuter la médication. Ceci va permettre de déterminer s'il y a des follicules dans chaque ovaire et la grosseur de ceux-ci. Et il va y avoir une demande, une consultation en anesthésie qui va être faite pour les patientes qui ne sont pas actives sexuellement ou qui sont mineures à ce moment-là pour qu'il y ait une sédation profonde lors de l'intervention de la ponction d'ovule. Ensuite, il va y avoir une rencontre avec l'infirmière suite à la rencontre avec le fertologue. On va lui expliquer le cycle de préservation ovarienne, comment ça va se passer. On va faire l'enseignement de la préparation et technique des injections des médicaments. On va lui remettre des documents importants comme un consentement sur la cryopréservation des ovocytes. Il va avoir aussi la brochure explicative sur le cycle de préservation. On va lui remettre un calendrier qui va expliquer les médicaments qu'elle doit prendre, les doses de médicaments pour que ce soit le plus clair possible pour elle. Et aussi, on va aussi remettre de l'information sur le programme de compassion des compagnies pharmaceutiques. Si les parents ont des assurances privées, les compagnies vont offrir la médication gratuitement pour un peu soulager les parents, la famille, en fait, là, pour pas un souci de moins dans cette période difficile. Ensuite, on va vérifier les bilans sanguins qui vont avoir été faits en oncologie. Le cycle de préservation des ovocytes, il va y avoir la stimulation ovarienne. Nous aurons besoin d'environ 2 semaines pour effectuer la stimulation des ovaires. Et il y a beaucoup de rendez-vous qui vont s'y rattacher. Il va y avoir des échographies, des prises de sang environ aux 2-3 jours. Ça va permettre de voir le nombre d'ovules qu'on a dans chaque ovaire et d'ajuster la médication selon la prise de sang. Et pour vraiment suivre le cycle vraiment de très près. Lors de la ponction d'ovule, c'est une intervention qui dure environ 15-30 minutes, qui se fait généralement chez les patientes qui sont mineures sous sédation profonde. Donc, l'anesthésiste sera sur place et elle va rester environ 2 heures en salle de réveil et ensuite, elle pourra retourner à la maison ou à l'étage si elle est hospitalisée. La journée même, on aura le nombre d'ovules qui a été ponctionné et en après-midi, les embryologistes qui sont ici, en fait, vont pouvoir la contacter pour lui dire combien d'ovules matures ont été congelés. Le rôle de l'infirmière, elle a vraiment un rôle pivot. Elle va avoir un rôle au niveau de l'évaluation des besoins biopsychosociaux. Au niveau de l'enseignement, beaucoup c'est au niveau de la technique d'injection, comment prendre les injections. On va lui expliquer le protocole qui est établi par le médecin. On va lui donner de l'information sur le cycle de préservation de fertilité. On va avoir un gros lien aussi au niveau du soutien par rapport, on va répondre aux besoins qui vont avoir été identifiés. Une écoute active lors des rendez-vous, car l'aspect psychologique est très important dans cette période de leur vie. Beaucoup d'incertitudes, de questionnements. Il va avoir accès à une infirmière rapidement s'ils ont des questionnements. On va leur laisser le numéro de la boîte vocale des infirmières et on rappelle généralement de façon très rapidement. Il va y avoir un rôle de coordination. On va essayer de coordonner les rendez-vous médicaux tant au niveau en onco et en fertilité pour éviter plusieurs déplacements. Et évidemment, des soins directs aux patients. Là, on assiste le médecin lors de la ponction d'ovule. On va être en salle de réveil. Et c'est ça. Merci. Donc, on est rendu au 3e cas clinique, donc la trajectoire garçon en traitement. Donc, Mathieu s'est évanoui lors d'un match de hockey. Il a consulté à l'urgence. Une formule sanguine a été faite, ainsi qu'une ponction de moelle osseuse par la suite. On lui a parlé de leucémie et de chimiothérapie. Aujourd'hui, il est rencontré par l'oncologue pour expliquer le protocole de traitement. L'oncologue lui explique que la chimiothérapie peut diminuer la capacité pour lui d'avoir des enfants plus tard et que comme il a 16 ans, il peut faire un prélèvement de sperme. Son risque d'infertilité est faible, moins de 5 grammes par mètre carré de cyclophosphamide. Il est gêné face à la situation, reste sous le choc suite à l'annonce du diagnostic, mais trouve bien que les intervenants pensent à son avenir.
Donc, le soignant peut ressentir un certain malaise à aborder la fertilité, souvent très près de l'annonce du diagnostic. Les patients rapportent un tourbillon d'émotions, beaucoup d'informations en même temps. De plus, l'aspect de se masturber pour obtenir un ou des échantillons chez un adolescent qui découvre sa sexualité dans un contexte de diagnostic de cancer reste important à considérer. Une consultation en psychologie avec la psychologue du CPA peut être réalisée dans la trajectoire, donc l'onglet orange, ainsi que poursuite, en fait, le service de psychologie en oncologie là, durant les traitements. Donc, les patients, par contre, rapportent que cela leur donne un espoir qu'on aborde comme l'aspect à venir, l'aspect avoir des enfants plus tard, dans un contexte où on parle quand même d'une maladie oncologique, d'un cancer. Donc, il en discute avec son père. Il désire faire le prélèvement et en parle avec l'infirmière. On lui explique qu'on doit faire des prélèvements sérologiques pour conserver l'échantillon. Et on appelle l'embryologiste et il se dirige ensuite vers le CPA. Bonjour à tous, moi c'est Pamela. Donc pour la trajectoire garçon, juste avant de recevoir la consultation pour la préservation de fertilité au centre de procréation, il y a l'évaluation, comme Andréane vient de dire, pour savoir si le jeune garçon est pubère. Pour le moment, il faut un minimum là, de spermatogénèse pour pouvoir préserver, parce que c'est le seul moyen à ce jour là, de préserver la fertilité d'un garçon, donc par la production d'un échantillon, par masturbation et la congélation de celui-ci. Donc, il y a l'évaluation qui a été faite par le médecin pour savoir s'il était pubère et ça nous mène aussi à voir s'il est capable de produire cet échantillon. Comme elle a mentionné, oui, c'est un peu... ça peut être un peu un sujet tabou là, pour certaines familles encore, comme dans certaines cultures, le fait de devoir se masturber et l'ouverture face à la sexualité à cet âge. Donc, par la suite, si ça a bien été évalué, on reçoit au CPA une demande de préservation de fertilité, soit par fax directement au CPA ou par appel là, au laboratoire, aux embryologistes. Donc, c'est surtout les embryologistes qui prennent la suite. Elles vérifient que le dossier soit complet, donc les bilans sanguins aient été faits et elles communiquent avec le patient ou la famille du patient pour déjà le céduler pour un rendez-vous pour faire l'échantillon de sperme. C'est sûr que c'est un peu inconfortable parfois pour certains jeunes, certaines familles, donc ils ont plusieurs possibilités. Des fois, ils peuvent le faire à la maison et nous acheminer l'échantillon selon les directives. Ils peuvent aussi, ça peut être fait sur place au centre de procréation. On a des locaux désignés pour la production des échantillons. Et sinon, parfois, on a eu des patients hospitalisés, donc ça peut être aussi offert qu'ils le fassent à leur chambre et que l'échantillon nous soit acheminé. C'est certain que par la suite, l'embryologiste va pouvoir évaluer les échantillons. C'est bénéfique pour le patient si la demande de préservation est faite le plus rapidement possible parce que, bon, les jeunes, comme on disait, des fois, ne sont pas à l'aise à faire l'échantillon, donc souvent, il n'est pas optimal. Souvent, c'est des petites quantités, donc plus rapidement on reçoit la demande et ça nous donne des possibilités de plusieurs rendez-vous. Parfois, aujourd'hui, ce n'était pas un bon échantillon, mais on peut leur offrir de revenir demain ou après-demain selon le temps qui nous reste avant que le début des traitements soit commencé. Donc, l'analyse est faite par la suite par les embryologistes pour savoir si les échantillons sont adéquats. Et si c'est le cas, il va y avoir congélation, la famille va être avisée par l'embryologiste et le patient. Si malheureusement ce n'est pas le cas, si les échantillons ne sont pas adéquats, à ce moment-là, il va être référé pour avoir, si possible, un rendez-vous en urologie avant le début des traitements.
C'est sûr que pour le moment, comme j'ai mentionné, il n'y a pas d'autres moyens de préservation. Donc, on espère que dans un futur proche, pas trop lointain, on puisse offrir d'autres moyens comme le prélèvement de tissu testiculaire pour les jeunes qui ne sont pas pubères et même s'ils sont pubères mais incapables de produire un bon échantillon. Donc, on puisse aller par aspiration au niveau de l'épididyme directement. Donc, on espère que ça va être bientôt possible. Puis, à ce moment-là, c'est ce rendez-vous-là qui offrirait les possibilités à la famille. Excusez-moi. Au niveau congélation, la RAMQ couvre cette partie, tout le processus de préservation de fertilité chez les garçons. Ça couvre aussi l'entreposage pour 5 années. On travaille très fort pour le moment là, parce qu'on espère que le gouvernement couvre plus longtemps l'entreposage parce que, bon, si on regarde dans le cas de Mathieu ici qui a 16 ans, dans 5 ans, à l'âge de 21 ans, on n'est pas sûr qu'il va être prêt à utiliser son échantillon pour fonder une famille, pour procréer. Donc, on voudrait que le gouvernement couvre plus d'années d'entreposage jusqu'à temps que le jeune soit devenu adulte et rendu à ce stade-là. Sinon, après 5 ans, il doit débourser là, les frais d'entreposage qui sont d'environ 300 $ par année pour le moment. Je tiens à mentionner aussi, il y a eu dernièrement une question pour les jeunes qui sont sous infiltration leucémique testiculaire. Donc, à savoir si c'était pertinent de les faire suivre la trajectoire. En discutant avec les embryologistes, ils m'ont dit que oui, pour le moment, ça serait bien de les faire suivre la trajectoire. Et rendu à l'analyse des embryologistes, à ce moment-là, ils pourraient juger si c'est un échantillon adéquat ou pas pour la congélation. Donc, 4e cas clinique, la trajectoire garçon, mais du volet suivi long terme. Jérémy a 18 ans, antécédent de médulloblastome à 8 ans. Donc, à ce moment-là, la préservation était impossible. Il a reçu un traitement combiné de chimiothérapie de type cisplatin, cyclophosphamide, vincristine pour 9 cycles avec de la radiothérapie et de la chirurgie. Donc, cyclophosphamide, un total de 18 grammes par mètre carré. Le risque d'infertilité associé à son traitement est donc élevé. La radiothérapie qu'il a reçue, elle était crânienne, donc ça augmente son risque de déficit endocrinien. Donc, il est présentement suivi par l'endocrinologie. On envisage son transfert en milieu adulte. Donc, l'IPO du programme de suivi long terme et l'oncologue lui parle des effets secondaires à long terme et du risque sur sa fertilité. Il n'a pas de petit ami présentement, mais désire savoir s'il est fertile. Donc, si le patient refuse suite, dans le fait, à l'approche en lien avec la fertilité, on remet une liste de références des établissements qui offrent le service, qui va être inclus aussi dans le résumé de dossier pour que le médecin de famille ou l'oncologue qui va prendre en charge le patient le sache que le patient a refusé. Si le patient vient de loin et qu'il ne veut pas revenir à Sainte-Justine, une consultation en CPA à ce moment-là lui est remise et il peut la faire en externe. Jérémy accepte finalement de faire la consultation au CPA ici à Sainte-Justine. Je vous dirais que c'est sûr que c'est souvent le plus simple. OK. Donc, pour la trajectoire garçon suivi long terme, comme mentionnait Andréane, souvent, oui, c'est le plus simple de faire le suivi ici même à Sainte-Justine. Donc, on reçoit beaucoup de consultations de l'interne par l'infirmière pivot, des suivis long terme. Par contre, on reçoit de plus en plus des demandes de consultation de médecins de famille à l'externe ou des médecins traitants de certains patients qui vraiment voudraient évaluer leur niveau de fertilité. Donc, dès que je reçois les demandes, je communique directement avec le patient pour leur faire un spermogramme avant de rencontrer l'urologue Dr Barreras. Donc, je leur offre aussi la possibilité de le faire soit à l'externe, près de chez eux, soit ici même. Là, c'est offert ici pour ces patients-là aussi. Donc, ils ont cette possibilité-là. Et par la suite, quand j'ai les résultats, je peux leur donner un rendez-vous avec Dr Barreras pour qu'ils reçoivent les résultats. Ça peut être fait téléphonique comme présentiel à la discrétion du patient. Malheureusement, il y a
plusieurs patients qui reviennent azoospermiques, donc c'est une nouvelle quand même qui peut choquer, qu'on ne s'attend pas parfois, puis on est jeune parce que, bon, ici, Jérémy a 18 ans, mais des fois, j'en reçois des jeunes adultes jusqu'à 25-26 ans. Donc, ça peut choquer, oui, ça peut, ils peuvent ne pas comprendre, bon, l'impact pour le moment. Il y a une possibilité d'offrir un soutien psychologique aussi parce qu'on l'a offert au début pour les jeunes, mais on l'offre aussi au moment d'une annonce d'une mauvaise nouvelle comme l'infertilité. On a d'autres patients aussi qui reviennent soit spermogramme normal, soit spermogramme légèrement diminué, moyennement diminué. Donc, à ce moment-là, Dr. Barreras leur offre aussi quand même des possibilités au niveau fertilité parce qu'on ne sait pas comment le spermogramme va être dans certaines années. Là. Dans ce cas-ci, Jérémy qui a 18 ans, bien, c'est sûr, il veut savoir maintenant, mais il n'est pas en couple, il n'est pas au stade de procréer. Donc, il y a la congélation qui peut être offerte pour ces patients-là. C'est malheureusement pas couvert par le gouvernement, donc ils doivent débourser les frais, là, comme je disais tantôt, d'environ 300 $ pour la congélation et ainsi 300 $ par année d'entreposage. Mais au moins, ça pourrait être une garantie, là, une lueur d'espoir, comme on a dit dans le titre, pour une fertilité prochaine. Donc, cette congélation-là pourrait être utilisée dans des traitements d'insémination intra-utérine ou de fécondation in vitro par ICSI dans un futur, que ce soit pour la congélation qu'on fait maintenant adulte ou qu'on a fait là, pour les jeunes tantôt. Donc, voilà pour la trajectoire garçon. Donc, suite à l'élaboration des différentes trajectoires, le comité a décidé de créer une feuille d'ordonnance pré-rédigée pour faciliter le processus de la préservation de la fertilité là, avant de débuter les traitements. Donc, pour les gens qui exercent ici au CHU Sainte-Justine, je voulais juste vous montrer le chemin pour trouver la feuille d'ordonnance. Donc, elle se trouve sur l'intranet de la pharmacie dans la section oncologie. On a créé un nouvel onglet qui se nomme « Fertilité et suppression menstruelle ». Donc, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter comme plus en détail la FOPR. Dans la section préservation de la fertilité, on doit faire un choix selon le sexe du patient puis selon son statut pubertaire. Donc, pour le garçon post-pubère, la consultation au CPA est recommandée pour tous les patients, là, peu importe le risque d'infertilité, puisque le processus est quand même simple et rapide. Puis, comme on disait, l'évaluation des risques est jamais sûre à 100%, donc ça vaut quand même la peine de l'offrir à tout le monde. Les différentes sérologies et tests urinaires sont également inscrits là, sur la FOPR afin de permettre à l'infirmière du patient, là, que ce soit à la clinique ou à l'étage, de faire les prélèvements avant le rendez-vous du patient au CPA. Pour les garçons post-pubères qui est incapable de produire un échantillon de sperme, si le patient a un risque d'infertilité élevé en lien avec son traitement, c'est toujours possible de faire une consultation en urologie CPA là, afin d'obtenir un rendez-vous avec Dr. Barreras. Là, mais comme on disait tantôt, il n'y a pas encore beaucoup de possibilités là, offertes à Sainte-Justine. Pour la fille prépubère, la consultation au CPA est recommandée seulement pour les patientes qui ont un risque d'infertilité élevé ou modéré, puisque c'est ça qui correspond aux critères d'éligibilité pour le protocole de prélèvement de tissu ovarien. En plus de la consultation au CPA, on peut aussi aviser Dr. Benoît ou le gynécologue pédiatrique qui est de garde là, pour les mettre au courant de la situation. Les différentes sérologies puis dosages d'hormones sont également inscrits sur la FOPR afin de permettre à l'infirmière du patient de les prélever là, avant la rencontre avec le gynécologue. Pour la fille post-pubère, la consultation au CPA est recommandée seulement pour les patientes qui ont un risque d'infertilité élevé ou modéré. Parce que dans le fond, le processus de collecte d'ovocytes est quand même plus complexe puis demande plus de temps que chez le garçon. Encore une fois, là, les sérologies, les tests urinaires puis les dosages d'hormones sont inscrits sur la FOPR. Puis, un point qui est important à mentionner, si la patiente, quand on lui en parle, elle est intéressée là, par la collecte d'ovocytes, c'est important d'attendre
après la collecte pour débuter un traitement de suppression menstruelle. Puis aussi, si elle prend un anovulant, là, on peut lui mentionner tout de suite de l'arrêter là, pour que ça soit plus facile pour débuter le cycle de stimulation. Sur la deuxième page de la FOPR, on a mis un tableau avec les différents types de traitements, là, radiothérapie, chirurgie, chimiothérapie, qui peuvent avoir un effet sur la fertilité afin d'aider le médecin à évaluer les risques du traitement sur la fertilité du patient. Puis, sur la dernière section de la FOPR, ça concerne le traitement de suppression menstruelle là, pour les patientes pubères. Donc, c'est évident que c'est une consultation en gynéco-pédiatrique pour tous les patients est recommandée. Cependant, comme c'est important de débuter souvent rapidement la suppression menstruelle avant les traitements de chimiothérapie pour prévenir les saignements abondants pendant la période de thrombopénie. Donc, on a inscrit les différents médicaments qui peuvent être utilisés là, en fonction du risque de saignement secondaire au traitement de chimiothérapie. Si la patiente elle a un risque de saignement élevé, on peut lui proposer du leuprolide en injection intramusculaire en combinaison avec du norlutate. L'ajout du norlutate va permettre de diminuer l'importance des effets indésirables causés par la diminution du taux d'hormones sexuelles, en particulier les effets vasomoteurs puis la perte de densité minérale osseuse. Si la patiente présente un risque de saignement qui est plus faible ou modéré, on peut lui proposer un progestatif seul, là, comme le norlutate ou le micronor. Donc, à venir, bien, il y a la poursuite, en fait, du comité là, pour échanger. Souvent, s'il y a des situations particulières ou des enjeux, donc on est toujours là pour s'améliorer. Donc, on continue le comité aussi dans ce cadre-là. Il va y avoir aussi un nouveau formulaire de demande de consultation en oncofertilité de façon à standardiser, où ce qui va être écrit quand on veut commencer la chimiothérapie, les dernières dates de menstruation connues et tout ça, donc quelque chose de plus standard pour l'interne et aussi pour l'externe. Ensuite, couverture pour les patients non oncologiques. Il faut savoir qu'une patiente, exemple, qui a une anémie falciforme et qui irait en greffe n'est pas couverte parce qu'elle n'a pas un diagnostic oncologique. Donc, il y a des démarches qui sont en cours là, pour que ça soit couvert. Et l'autre chose, c'est au niveau, en fait, de la couverture pour les patientes qui n'ont pas pu bénéficier du CPA au moment des traitements. Donc, une patiente qu'on aurait dû commencer les traitements rapidement, qui n'aurait pas pu bénéficier là, de la préservation de la fertilité et qui serait à risque d'insuffisance ovarienne précoce, là, donc de ménopause précoce. Il faut savoir aussi que ce n'est pas couvert non plus si après les traitements, on voudrait envisager de préserver la fertilité. Donc, ça aussi, il y a des démarches en cours pour voir si ça pouvait être couvert là, pour ces patientes-là. Donc, on vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Allô? Ah! Donc, merci beaucoup, mesdames, pour votre présentation. Est-ce que j'ai des questions dans le chat? Donc, n'hésitez pas, tous les gens qui sont en ligne, vous pouvez nous poser des questions via le chat. Donc, moi, en attendant, j'aurais peut-être une question, en attendant de voir s'il y en a d'autres. Comment vous faites face à la situation? Je sais que vous en avez parlé un petit peu, là, mais souvent, on a très peu de temps pour organiser toute la fertilité après l'annonce d'un diagnostic. Donc, des fois, on veut commencer les traitements une semaine ou même des fois quelques jours après l'annonce du diagnostic. Comment vous faites face à cette situation-là quand vous avez très peu de temps pour organiser là, la préservation de la fertilité? Bon. Bien, en fait, il y a une très bonne communication, je pense, à l'équipe. Là. On a le numéro de cellulaire même de l'assistante du CPA. Mais c'est sûr qu'il faut voir avec l'équipe médicale. Ça prend 2 semaines. Là, ça ne prend pas moins que ça. Donc, souvent, ça va être les patientes qui ont un lymphome de Hodgkin puis qu'on peut justement se permettre d'attendre avant de débuter les traitements. Mais il faut voir aussi s'il y a d'autres patientes avec l'oncologue qui sont éligibles là, au traitement au niveau de la collecte d'ovocytes. Bon, même chose pour la préservation du tissu ovarien. Il y a toujours aussi l'enjeu là, du bloc opératoire des sédations. Fait que ça aussi, il faut rentrer en contact avec l'équipe puis le docteur Benoît là, qui reste quand même accessible. Mais c'est ça qu'il faut beaucoup de collaboration et de communication entre les deux équipes. Chez le garçon pré-traitement qui est pubère, bien, ça, c'est plus facile.
difficile d'une certaine façon, parce que, bon, l'échantillon est plus facile à obtenir, mais il reste quand même avec un enjeu, là, comme on parlait au niveau psychologique, qu'il faut quand même tenir compte. Puis, malheureusement, le prépubère, il n'y a pas encore de protocole là, pour de tissu testiculaire là, à Sainte-Justine. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. J'aurais une question en ligne avant qu'on passe à la prochaine présentation, puis peut-être que Dr. Benoît, vous allez pouvoir aussi répondre. Dans le fond, la question qui est demandée, c'est actuellement, est-ce qu'on sait s'il existe un risque que les ovaires prélevés contiennent des cellules cancéreuses? Je vais l'aborder un peu dans je remets à tantôt. Excellent. Je pense qu'il y a une autre question ici. Pardon, Dr. Lavallée, allez-y. Oui, merci. Je vais poser peut-être 2 questions très pratico-pratiques. Quand vous parlez des garçons post-pubères et de l'incapacité à faire le prélèvement, c'est quoi à peu près le pourcentage qui vont réussir ou qui ne réussiront pas là, chez les post-pubères? Puis deuxièmement, si malheureusement le garçon post-pubère arrive, bon, on peut s'organiser plus vite que pour les filles, mais arrive un vendredi soir et qu'on doit débuter des traitements d'urgence la fin de semaine, est-ce que le CPA peut nous aider? Oui, donc pour la deuxième question qui est plus facile, le CPA est ouvert 7 jours sur 7. L'embryologiste est là. Si on laisse un message sur la boîte vocale des embryologistes, même si c'est le vendredi soir, elle commence le samedi à 7 heures le matin. Donc, il y a toujours possibilité que ça soit fait le samedi matin avant le traitement. L'autre question, malheureusement, je n'ai pas de statistiques présentement. On parlait justement de ça avant qu'on voudrait avoir des marqueurs là, pour notre prochaine présentation. C'est difficile à dire. Tantôt, j'ai mentionné que l'idéal, c'est d'avoir le plus rapidement possible la demande parce que, tu sais, parfois, le premier échantillon, le garçon n'est pas capable ou ce n'est pas une quantité suffisante pour congeler, mais on peut lui offrir un deuxième essai là, le lendemain ou le surlendemain. Fait que, tu sais, si idéalement, on peut avoir au moins 3 jours là, avant le début des traitements, bien, je pense que ça maximise les chances là, de préserver la fertilité du garçon. Fait que j'ai malheureusement pas de statistiques. Bien, encore une fois, un énorme merci à vous 4. Donc, on va prendre 2-3 minutes là, en attendant la prochaine présentation qui va commencer à 14h10 pour s'assurer que tout le monde qui voulait y assister soit bien présent. Et encore une fois, merci, mesdames. C'est parfait.